À partir du moment où dans un groupe humain, que ça soit un collectif de travail ou un cours de mouvement, on n'est pas ou plus capable de distinguer ce qui appartient d'une opinion personnelle de ce qui appartient d'une expertise, de définir un cadre, de nommer clairement les rôles de chacun et de chacune et leur capacité de décision, potentiellement des tensions invisibles vont commencer à s'installer. Et alors, lorsque la nature même du projet ou de la rencontre n'est pas définie ensemble, que les motivations de chacun et chacune à participer restent floues, mal nommées, ou ne se rencontrent pas réellement, alors ces tensions deviennent sourdes, presque sournoises, et les conflits potentiellement vont finir par devenir inévitables, voire ingérables. Dans ce second épisode d'une mini-série de 3, je vous propose des clés de lecture pour comprendre ce qui permet à un projet de fonctionner de façon pérenne, ou au contraire, de s'effondrer. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'un projet auquel j'ai été amenée à participer et sur lequel j'ai fait le choix de ne plus faire partie. Alors, je ne vais pas nommer ce projet ni les personnes concernées parce que ce n'est pas du tout le sujet ni mon intention. Ce qui m'intéresse ici, c'est de partager avec vous l'analyse des mécanismes invisibles qui peuvent fragiliser un projet humain, pédagogique, artistique, associatif, professionnel. Dans le premier épisode, je vous ai surtout parlé de la nécessité de poser un cadre, de définir les rôles de chacun, de chacune, de définir leurs responsabilités individuelles, de définir qui pouvait prendre quelle décision, de définir aussi si toutes les paroles étaient placées exactement au même niveau ou si au contraire certaines paroles avaient plus de poids, je dis bien certaines paroles et pas certaines personnes, plus de poids sur un sujet donné parce qu'elles sont éclairées, portées par une compétence, une expérience, une expertise, un savoir-faire. J'avais aussi mentionné la question de la gouvernance. Définir les rôles, c'est une chose, mais définir la gouvernance, c'est comment est-ce que les décisions vont être prises. Est-ce qu'il y a une personne décisionnaire ? Est-ce qu'au contraire, les décisions sont prises collectivement ? Est-ce que si c'est collectif, c'est à l'unanimité, à la majorité, avec une consultation, un arbitrage ? Et surtout, est-ce que l'ensemble de tout ce fonctionnement de groupe est nommé, compris, accepté, ou qu'il reste tacite ou flou ? Dans ce second épisode, je vais investiguer avec vous d'autres paramètres et parler de ce qui existe avant même la nécessité de poser un cadre. C'est la nécessité de définir le projet lui-même. Les motivations profondes, les enjeux de pouvoir, les conflits d'intérêts, les enjeux affectifs, la gestion des conflits, bref, la nécessité d'une vraie régulation quand un groupe veut travailler ensemble. Parce qu'un projet collectif, ça tient pas juste à la noblesse de nos intentions, à notre noblesse de cœur, ça tient grâce à des savoir-faire relationnels et pédagogiques. Les relations humaines, elles deviennent pas plus justes, plus fiables, plus fécondes, plus safe uniquement parce que les personnes, elles font ça avec le cœur ou qu'elles sont sincères. Elles deviennent praticables, optimales, quand il existe des conditions pour que, par exemple, les désaccords puissent être traversés, que les rôles soient clarifiés, que les conflits soient non pas évités mais régulés, que les décisions soient pleinement assumées, qu'elles soient faites idéalement le plus justement possible, que les intérêts soient nommés, les places reconnues, recadrées. Autrement dit, la qualité relationnelle et pédagogique que l'on entretient, c'est pas seulement une question de cœur, c'est une question de compétence. Pour reprendre l'exemple de ce projet qui m'a tiré tellement de larmes de dépit absolu,
En fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de l'avancée du projet, des semaines, du travail ensemble, qu'on ne parlait pas à la base de la même chose. Que le mot stage, pour les uns ou pour les autres, ne sous-entendait pas la même chose. Que chacune n'avait pas la même définition, ne serait-ce que du mot stage. Alors je vous parle même pas de exposition, hommage, workshop, atelier, etc. Ce qui me fait donner ce grand conseil, avant même de se demander comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble, il y a une question primordiale et préalable à se poser qui paraît toute simple, mais qui l'est pas du tout. C'est de quoi parle-t-on? Mais c'est quoi ce projet au juste pour toi? Quelle est la définition pour toi de, par exemple, une retraite de yoga? C'est quoi pour toi un workshop de danse? C'est quoi une conférence? Une formation? Qu'est-ce que tu entends par là? Un temps de transmission, un événement artistique, un groupe de travail, un hommage, une rencontre. Parce que bien souvent, plusieurs personnes vont penser participer au même projet, elles utilisent le même mot pour parler de ce projet ou de ce cours, par exemple, mais en fait, véritablement, elles parlent pas du tout de la même chose. Pour une personne, une retraite de yoga, c'est un temps de pratique, de silence, d'intériorité, de repos. Pour une autre, ça peut être un événement où la rencontre avec autrui va porter une recherche intérieure, des temps de repas partagés, des discussions, des rencontres. Pour une autre personne encore, ça serait un espace dédié à l'élévation spirituelle de chacun. Pour une autre personne encore, ça serait une manière, par exemple, de faire communauté. Donc c'est un même mot. Retraite de yoga, c'est un même projet apparent, mais pas du tout les mêmes représentations individuelles. Et si ces représentations-là, elles sont pas nommées par chacun et par chacune, eh bien on va tous et toutes avoir l'impression de travailler sur le même projet, alors qu'en fait, en réalité, finalement, on regarde pas du tout dans la même direction. Et dans nos métiers de la transmission, cette question, elle est omniprésente. Parce que ce que nous, on entend par cours de telle discipline, c'est pas forcément ce que l'autre personne va entendre. L'exemple que je prends souvent, c'est quand une personne a mal au dos et que son ou sa médecin lui dit « Allez suivre un cours de yoga ». Et ça me fait toujours sourire parce qu'il y a tellement de types de yoga différents, de filières, d'écoles de yoga différentes, de façons de pratiquer le yoga qui sont différentes. Et aussi, bien sûr, au-delà du yoga, d'autres pratiques de mouvement qui pourraient pleinement aider cette personne donnée à, par exemple, améliorer son mal de dos, à gagner en coordination, en souplesse, à se sentir mieux dans son propre corps. Donc plutôt que de se laisser dire « allez suivre un cours de yoga », ça vaudrait le coup de demander à le ou la médecin qu'est-ce que lui ou elle entend par là. En fait, qu'est-ce qui, pour lui, pour elle, va être bénéfique dans un cours de yoga donné, ou que ça soit une adresse connue ou que ça soit dans son inconscient, dans son imaginaire quelque part. Et tout ça pourquoi? Pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et tout ça m'amène à un second point qui est pas seulement de définir ce que l'on entend par tel cours, tel projet, tel atelier, et de répondre finalement à la question « mais de quoi parle-t-on? Parlons-nous vraiment de la même chose ?» Il y a un autre point qui me paraît crucial et qui là aussi a été dysfonctionnel dans ce fameux projet qui me sert de base d'analyse, c'est quelles sont les motivations profondes de chacun, de chacune à participer à ce projet. Vous entendez motivation, ça n'a rien à voir avec des compétences, ça n'a rien à voir avec des savoirs. Là, on est beaucoup plus sur une histoire d'intention. Parce que au-delà même de la définition du projet, admettons, retraite de yoga, cours de danse, atelier, workshop de pilates. Ok, admettons, on se serait mis d'accord sur le nom, sur ce que l'on entend par là, sur la définition de ce que c'est. Pour autant, les motivations à y participer ou à y intervenir ne sont pas forcément du tout les mêmes d'un élève à l'autre, d'un prof à l'autre. Pour rester sur nous, enseignants-enseignantes, par exemple, une personne, elle peut enseigner parce qu'elle a un souhait profond de transmettre un savoir qui lui tient à cœur. Une autre personne pourrait transmettre parce qu'elle veut être reconnue. Une autre personne parce qu'elle veut appartenir à un milieu ou évoluer dans un milieu donné.
Une autre parce qu'elle a besoin de réparer peut-être quelque chose de son histoire. Une autre parce qu'elle a besoin de prouver qu'elle est légitime dans cette discipline ou en l'enseignant. Et même toutes ces motivations intérieures, elles peuvent coexister chez une seule et même personne. On n'est pas fait d'une seule motivation pure, bien délimitée, propre, lisible, parfaitement alignée. On est tous et toutes traversés par des élans multiples. Et ça, c'est pas grave, au contraire, c'est ce qui fait la richesse humaine. Mais ce qui devient problématique, c'est quand on croit agir uniquement pour une raison qui serait très déterminée ou très noble, alors qu'il y a d'autres motivations sous-jacentes qui agissent en dessous, sans être reconnues comme telles par nous-mêmes, puisqu'elles ne sont même pas connues. Ça demande donc d'aller investiguer ce qu'il en est de nos motivations réelles, de nos intentions réelles aussi. Et je vais vous partager une phrase que j'avais moi-même entendue dans un podcast, mais je ne me souviens plus de l'autrice de cette phrase, qui disait « Et si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?» Ça, c'est par rapport aux actions. Mais on pourrait très bien transformer cette phrase « Et si j'arrêtais de me mentir et que j'ose regarder pourquoi je suis là ? Quelle est mon intention ? Quelle est ma motivation ? Quelles sont mes motivations ? » Et dans le projet dont je parle depuis le début de cette mini-série, il y avait officiellement une intention très belle, un mot qui était posé, qui était déjà pas avec la même signification pour tous les protagonistes, organisateurs, organisatrices du projet. Mais surtout, plus j'ai avancé dans le projet, plus je sentais qu'il y avait autre chose. Ce projet qui était tourné vers de la transmission, vers une mémoire, vers une forme de continuité et d'apogée, je me suis rendu compte qu'en fait, les motivations de chaque personne n'étaient pas les mêmes. Alors, je peux pas prétendre lire dans les pensées de qui que ce soit, mais je peux observer des décalages. Je peux observer des mots, leurs signifiants. Je peux observer factuellement des actes. Je peux observer des prises de parole, des prises de place et aussi et surtout des incohérences entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et là, derrière ce projet présenté comme tourné vers une personne, une œuvre, une transmission, eh bien, il y avait par exemple chez l'artiste invité, je pense, un besoin personnel et professionnel de clôture d'une vie professionnelle, un marquage de fin de parcours. Et encore une fois, ça c'est pas condamnable du tout. Mais si cette dimension-là elle n'est pas nommée, le projet collectif, ça devient un lieu où se joue une multitude d'enjeux personnels qui ne sont pas reconnus puisqu'ils ne sont pas connus. Et finalement, le groupe va se retrouver à porter et à servir autre chose que ce qu'il croit servir à la base. Revenons à la pédagogie et des exemples sur les motivations. J'ai donné des exemples de motivation chez les profs. J'aurais même pu en donner un autre qui me revient à l'instant, d'une ancienne participante à la formation Dynamo. C'était, je crois, 2020, la toute première promo, qui enseignait la danse, en plus d'être danseuse. Et quand je leur ai demandé les motivations à enseigner, à être dans la transmission, elle disait que c'était par concours de circonstances, par opportunité qu'elle s'était mise à enseigner et que ça lui assurait un complément de revenus par rapport à tout son travail scénique. Et en fait, moi, j'ai quand même rappelé que le propre d'un métier à la base, c'est quand même de pouvoir remplir son frigo, manger à sa faim, avoir un toit au-dessus de sa tête. Depuis quand le fait de manger, ça serait une fausse raison ou une sous-catégorie de motivation à exercer un métier? Il n'y a aucun problème. Même si on est dans des disciplines où on est considéré comme des métiers passion, des métiers de cœur, etc. Non, on est payé pour ce qu'on fait et ça nous permet, entre autres, de remplir notre frigo. C'est pas une sous-motivation. Bon, ça, c'était un exemple par rapport aux profs. Mais là, je voulais venir à des exemples par rapport à nos apprenants-apprenantes. Est-ce que toi qui écoutes le podcast, tu es en capacité de dire quelle est la motivation profonde, les motivations de chacun de tes apprenants, apprenantes à venir suivre ton enseignement? Parce qu'un ou une élève peut venir à un cours de yoga, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, parce que son ou sa médecin lui a dit « vous avez mal au dos, faites du yoga ». Une autre personne, elle peut venir parce qu'elle a envie de travailler sur sa respiration. Une autre, elle viendrait parce qu'elle a envie de progresser techniquement ou d'habiter son corps autrement. Une autre vient parce qu'elle est seule et que le jeudi soir, quand elle va venir à ton cours, c'est le seul moment de la semaine où elle va pouvoir voir du monde.
Une autre personne, enfin, pourrait venir parce qu'elle aime l'ambiance du groupe. Une autre personne pourrait venir parce qu'elle a besoin d'un rendez-vous fixe. Qu'est-ce qu'on en sait des motivations intrinsèques de chaque personne à venir, en sachant qu'il n'y a pas de motivation ou d'intention qui serait plus noble qu'une autre? Bien sûr que nous, en tant que prof, a priori, on a envie de transmettre. On se dit que c'est peut-être ça notre unique motivation, même si je pense qu'il y en a d'autres un peu plus enfouies, un peu plus cachées. Mais c'est pas pour autant que les gens qui nous font face viennent pour les mêmes raisons. Vous entendez ça? C'est que les personnes, les humains, humaines qui nous font face ont aussi leur histoire de vie, leur richesse, leur complexité intérieure, leur motivation, qui non seulement demanderaient d'être élucidées pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, mais aussi pour faire en sorte que les motivations des gens qui viennent dans nos cours rencontrent nos motivations à nous. Non seulement il faut savoir de quoi on parle quand on fait mention d'un atelier de Feldenkrais, par exemple, mais il faut aussi se dire, tiens, pourquoi les personnes viennent dans cet atelier et pourquoi moi est-ce que je donne cet atelier? Et aussi et surtout, est-ce qu'il y a un endroit de rencontre entre ces motivations qui potentiellement sont très différentes? Donc je redis que toutes ces motivations-là, elles peuvent joyeusement coexister. Le problème, c'est pas du tout que les motivations soient multiples chez un individu donné, ni même au sein d'un groupe. Les problèmes qui, au départ, vont être invisibles et puis apparaître et se révéler progressivement, c'est quand toutes ces représentations, elles restent implicites. Parce que dans les exemples que je viens de donner, une personne, elle peut croire qu'elle transmet un apprentissage, pendant qu'une autre, elle croit vivre un espace, un moment social. Une peut chercher à avoir une réparation physique, pendant qu'une autre cherche une appartenance à un milieu. Une peut venir à un cours pour être connue et reconnue par le ou la prof qui enseigne, pendant que le ou la prof cherche à réparer son propre enfant intérieur. Et quand toutes ces attentes, elles sont pas nommées, chaque personne peut finalement finir au fil du temps par reprocher à l'autre de ne pas répondre à un contrat qui finalement n'a jamais été posé, jamais été explicité, jamais été nommé. J'ajoute maintenant une autre pierre à cette analyse de projet humain et pédagogique pour continuer à vous donner des outils. Il s'agit de se dire que comprendre une motivation donnée ne suffit pas à définir une responsabilité donnée. Savoir pourquoi une personne agit, puisque sa motivation aurait été verbalisée, ça suffit pas à définir si cette personne, elle est légitime à faire ci ou ça au sein du groupe. On peut comprendre qu'une personne, elle ait besoin de reconnaissance, de visibilité, de réparer quelque chose, qu'elle ait peur de perdre sa place, qu'elle soit affectée, engagée, sincère, mais cette compréhension, elle ne dit pas le rôle que la personne peut occuper. Elle dit pas si cette personne, elle peut prendre des décisions, si elle peut être modératrice des échanges, si elle peut orienter le projet, si elle peut valider ou invalider la parole de quelqu'un d'autre. Or, dans beaucoup de milieux pédagogiques, parfois même artistiques, où en tout cas l'attention à l'humain, elle est très forte, il peut y avoir cette confusion entre la compréhension psychique, psychologique et les capacités à la régulation collective. On peut très bien se dire, je comprends que cette personne ait cette intention à agir puisqu'elle me l'a verbalisée comme telle, et ne pas être en capacité de la recadrer, surtout si le cadre n'a pas été nommé et accepté au préalable. On peut dire à l'autre, j'entends que tu sois pleinement touché par ce sujet. Pour autant, est-ce légitime, normal, acceptable de la laisser parler au-delà de son temps de parole, par exemple ? On peut se dire, je comprends que telle personne ait besoin d'affirmer sa place, d'asseoir sa légitimité. Pour autant, est-ce que le groupe va lui laisser sa place ou toute la place? Comprendre, entendre au préalable même, ce n'est pas la même chose que réguler des interactions. Comprendre l'autre, ce n'est pas la même chose que autoriser
tel ou tel paramètre dans les échanges. Comprendre, entendre, ce n'est pas structurer des interactions. Et ça, c'est un point qui est très important en pédagogie. On peut comprendre qu'un ou une élève prenne un temps de parole conséquent par rapport aux autres, parce qu'il ou elle a besoin de comprendre, a envie de poser plein de questions, peut-être même qu'il ou elle est anxieux. On peut entendre ou comprendre qu'un ou une personne qui a un niveau avancé dans nos cours puisse se sentir légitime pour répondre à la place du prof. On peut comprendre, on est humain, qu'une personne qui soit plus en difficulté demande davantage de temps, d'attention, de réajustement des consignes, et que finalement ça mobilise énormément d'attention et de compétences chez nous. Bien sûr qu'on peut entendre et comprendre l'autre, c'est une des bases de nos métiers, mais ça n'a rien à voir avec réguler les échanges. Et si je ne suis pas en capacité de réguler les échanges, de repositionner un cadre qui aurait été préalablement nommé, tout le groupe entier va payer le prix de cette absence de régulation. Et c'est là où la pédagogie, elle demande de la finesse. Il ne s'agit pas du tout de devenir froid, dur, indifférent, mais il s'agit de distinguer la compréhension humaine de la régulation des échanges. Et cette régulation, tout comme le fait de poser un cadre que j'évoquais dans l'épisode précédent, ça demande des compétences, ça ne s'invente pas. Dans le projet que je cite, tout comme dans la pédagogie en général, travailler ensemble, prendre des décisions, savoir écouter des désaccords, réguler des temps de parole, identifier les places implicites, explicites, voir, nommer, gérer les conflits d'intérêts, reconnaître les enjeux affectifs, tout ça, ça demande des compétences, des savoir-faire. Évoluer au mieux au sein d'un groupe, savoir tenir un groupe, c'est pas seulement aimer transmettre, c'est pas juste une histoire de bonnes intentions, d'être passionné. Non, savoir observer, réguler les interactions, poser un cadre, distinguer une parole émotionnelle, un avis personnel, une parole experte. C'est tout un travail pédagogique. C'est pas seulement travailler sur le contenu de ce qu'on transmet, c'est pas seulement avoir des intentions honorables, mais c'est de se dire qu'il nous faut œuvrer avec des outils très concrets pour améliorer la manière dont nous allons rendre possible un espace de travail. Comment est-ce que nous allons faire en sorte qu'il soit fiable, sécure pour chacun et pour chacune, et que cet espace permette les projets ou les progressions. Et c'est là où continuer à se former en pédagogie fait tout son sens. C'est de se dire en tant que prof, non seulement j'ai conscience du fait que ce sont des savoir-faire, que ça ne s'improvise pas, que c'est pas juste un tempérament ou une caractéristique humaine, non, ce sont des savoir-faire qui demandent des outils qui doivent être travaillés et même qui doivent être travaillés tout au long de notre vie professionnelle. Et qu'au fond, accorder du temps à travailler à sa propre pédagogie, c'est un choix éthique et humain qui revient à chacun, à chacune de nous. Choisir la pédagogie. J'aimerais entamer maintenant tout un chapitre sur tout ce qui est de l'ordre des enjeux de pouvoir et des enjeux affectifs, voire même des conflits d'intérêts. En commençant par une idée que j'aimerais dégommer ici, c'est que le souhait d'horizontalité dans les échanges, ça ne signifie pas qu'il faut qu'il y ait une absence de structure. Même, je dirais, c'est plutôt l'inverse. Plus un groupe, il veut fonctionner de manière horizontale, quand je dis groupe, c'est un groupe de travail, mais ça peut être aussi pédagogiquement parlant quand on se dit « je ne souhaite pas avoir une pédagogie descendante ». On peut se situer au même niveau que les personnes. Plus le groupe veut fonctionner de manière horizontale, plus il y a besoin d'un cadre explicite. Parce que si aucune personne n'est officiellement au-dessus des autres, eh bien il va falloir encore davantage et encore plus clairement définir comment les décisions sont prises, comment les désaccords sont traités,
qui va modérer les échanges, garder une trace des échanges, qui va arbitrer si le groupe n'arrive pas à trancher, qui peut dire stop, rouvrir une question, valider une décision, parce que l'absence de structure, elle va pas du tout produire d'horizontalité, ou alors une horizontalité fictive, comme ce fameux projet dont je vous parle. Cette absence de structure, tout ce qu'elle va faire, c'est permettre qu'existent des hiérarchies implicites. La personne qui est la plus à l'aise à l'oral, elle va parler plus que les autres. La personne qui est peut-être la plus ancienne dans le groupe ou la plus âgée, potentiellement va être considérée comme la plus légitime. La personne qui serait la plus proche d'une autre va devenir celle qui a une influence très marquée. La personne peut-être, je ne sais pas, la plus charismatique, elle va orienter les décisions. Celle qui prend le plus le temps de parole va finir par rallier les autres à son avis. Alors oui, le groupe, il va peut-être, comme dans ce fameux projet, continuer à se dire non, mais on est tous et toutes au même niveau. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Le pouvoir, il circule déjà. Simplement, il circule sans que ce soit nommé comme tel, sans que ce soit reconnu comme tel, sans responsabilité associée, sans possibilité de recadrage, puisqu'il n'y a aucun cadre qui a été posé. Et j'y reviens et j'insiste, poser un cadre, prendre des décisions au sein d'un groupe, ça s'apprend. Alors je ne vais pas paraphraser ici toutes les recherches hyper intéressantes, recherches scientifiques, qui sont faites sur les dynamiques de groupe. Je vous renvoie d'ailleurs à une personne dont j'aime beaucoup le travail, Mehdi Moussaïd, qui est chercheur justement sur les dynamiques de groupe et les effets de foule. Il en parle extrêmement bien dans sa chaîne YouTube Fouloscopie et dans son livre éponyme. Et vous avez entendu, j'ai bien parlé de recherche scientifique, de chercheurs, parce que les interactions de groupe, c'est pas un truc qui se fait au fil du vent. Savoir lire aussi les interactions dans un groupe, c'est pas un truc qu'on fait au doigt mouillé à l'à peu près. Il y a des recherches scientifiques qui ont démontré que quand un groupe échange, doit se coordonner, prendre des décisions, il y a certains paramètres qui vont influencer très fortement le résultat. Je vous donne des exemples. La personne qui parle en premier va avoir plus de chances de rallier les autres à son avis. La personne qui parle le plus longtemps, qui a le plus long temps de parole, même chose, elle va plus facilement rallier les autres à son avis aussi. Même chose pour une personne qui parlerait plus fort. Et quand je nomme ces faits-là, et le fait qu'une personne donnée, si elle parle en premier, si elle occupe plus de temps de parole, si elle parle plus fort, elle va entraîner les autres vers son avis, ça ne veut pas forcément dire que son avis il est plus juste ou plus judicieux pour le projet donné, le cours ou l'atelier donné. C'est simplement que sa présence dans l'échange a été dominante et a participé à ce que les autres rallient son avis. C'est pas une vue de l'esprit quand je dis ça, c'est pas une coquetterie de formatrice, oh Anne de Brilly, elle a des lubies procédurales. Non, ce sont des recherches scientifiques qui permettent l'observation et l'analyse de tous ces marqueurs-là. Autrement dit, si un groupe veut réellement échanger, par exemple, eh bien, il faut au préalable penser les conditions de cet échange. Qui parle? Combien de temps? Dans quel ordre? Anonymement ou pas? Est-ce qu'il y a des possibilités de contradiction? On laisse quelle trace des échanges? Quelles règles sont établies pour prendre les décisions? Est-ce qu'il y a une modération? Au passage, petite parenthèse, petit spoiler, oui, c'est souhaitable, mais c'est souhaitable quand la personne, elle a été désignée comme telle, pas quand quelqu'un fait de la modération tacite, comme ce que j'indiquais dans ce fameux projet, où cette personne se disait non, toi t'as pas la parole là-dessus, ça c'est pertinent d'en discuter, ça sous ton avis on s'en fiche. Si on veut un fonctionnement qui soit très horizontal, en effet, il faut nommer une personne modératrice, mais il faut qu'elle ait les qualités, les compétences même pour le faire. Dans les autres questions à se poser, c'est quelle place on donne au silence, quelle attention on porte aux personnes qui parlent peu, est-ce qu'on leur accorde un temps de parole équivalent aux autres? Comment est-ce qu'on recadre des personnes qui occuperaient davantage de temps de prise de parole que les autres? Et tout ça, c'est de la pédagogie, c'est même de la responsabilité de chacun, de chacune, c'est même de la responsabilité collective pour faire en sorte que les échanges se passent au mieux. Et je n'aurai de cesse de le redire, tout ce que je viens de nommer, ce sont des savoirs qui ne sont pas sortis du chapeau, qui ont des bases scientifiques, qui sont sourcés. Ce sont des savoirs
et des savoir-faire. Et je ne vais avoir de cesse d'y revenir finalement. Acquérir ces savoirs et ces savoir-faire, c'est une question de choix. Mettre en place des outils qui permettent des interactions qui soient fluides, saines, optimales au sein d'un groupe, c'est une question de choix. Et oui, quand on est dans un groupe, une des personnes, a fortiori la seule personne qui témoigne de la nécessité de structurer les échanges, il y a des chances qu'on passe pour le mouton noir. Et pire, quand on pointe un dysfonctionnement, plutôt que le groupe ne regarde ce dysfonctionnement pour pouvoir améliorer les échanges, en général le groupe y fait quoi ? Il pointe du doigt, non pas le dysfonctionnement, mais la personne qui a osé, mon Dieu, malheur, nommer les dysfonctionnements. Et je crois que là, au-delà du choix, c'est une question de courage et de cran du positionnement. Est-ce qu'on préfère continuer à évoluer dans un milieu, dans un groupe de travail, avec des collègues, dans un cours où les échanges ne sont ni sains ni simples, mais qu'ils paraissent couler de source, même s'ils sont infiltrés de tout un tas d'enjeux de pouvoir non nommés? Ou est-ce qu'on a le cran d'analyser des dysfonctionnements, le courage de se relever les manches pour pouvoir structurer les échanges dans un groupe autour d'un projet, les échanges au sein de nos cours? Je vous laisse chacun et chacune, avec votre libre arbitre, méditer pleinement sur ce sujet. Et je vais évoquer un autre paramètre, les conflits et la gestion des conflits. C'est presque un sujet que là aussi j'aurais pu nommer dès le départ, la manière dont les conflits vont être traités. Parce qu'un groupe qui est sain, c'est pas un groupe qui est sans conflit. Un groupe qui est sain, c'est un groupe qui est capable de traverser les désaccords sans s'effondrer. Et ça, c'est un point central nécessaire. Je vais le redire, un groupe sain n'est pas un groupe sans conflit. C'est un groupe qui sait quoi faire quand un désaccord apparaît et même qui sait que potentiellement des désaccords vont apparaître et que c'est pas grave, ça fait partie des échanges humains. Or, il y a beaucoup de groupes et surtout beaucoup de personnes qui confondent l'absence apparente de conflit avec la qualité relationnelle. Et vous sentez bien que quand je dis ça, ça dépasse presque le simple enjeu pédagogique, c'est une histoire de relations humaines. Mais parfois, en fait, l'absence apparente de conflit, elle peut être la partie émergée de l'iceberg qui cache tout ce qui est au-dessous de la ligne d'eau, à savoir des évitements, du non-dit, de la peur, une asymétrie de pouvoir, je sais pas moi, de la loyauté implicite, l'impossibilité que l'on a à contredire certaines personnes, une saturation silencieuse quand on se met à faire le dos rond, potentiellement une explosion qui va être différée. Donc c'est essentiel de pouvoir distinguer tous ces niveaux-là. Un désaccord, c'est pas encore un conflit. Un désaccord, c'est simplement le fait que deux personnes ne pensent pas la même chose. Et ça fait partie des échanges humains. C'est ok. On se fait avancer les uns les unes les autres en confrontant des avis différents. Jusqu'ici, tout va bien. Mais une tension peut apparaître quand ce désaccord, il commence à produire une charge émotionnelle, de l'inconfort, de l'évitement, des endroits de crispation. Le conflit, c'est quand la relation elle-même, elle devient le lieu du problème. On double le désaccord sur les idées de tensions humaines dans les interactions. Et puis il y a aussi, et ça c'est encore autre chose, c'est de la violence relationnelle. Quand une personne, consciemment ou inconsciemment, peut manipuler les autres, écraser, humilier, exclure, empêcher l'autre de prendre la parole ou d'exister dans les échanges. Mais si on met tout ça dans le même sac, on ne peut rien réguler dans les échanges. Une contradiction sur un avis donné, c'est pas forcément une attaque personnelle. Un questionnement, c'est pas forcément une opposition qu'on fait à tout prix. Un recadrage, c'est pas synonyme de violence. Une demande de clarification, c'est pas forcément pour tout contrôler. Un désaccord, ça peut être très sain, même un signe de vitalité, des échanges dans un groupe, au contraire. On partage des points de vue, on se fait avancer les uns les unes les autres de concert grâce à nos échanges. Mais les problèmes invisibles vont commencer à apparaître et à émerger quand le groupe ne sait pas quoi faire de ce désaccord. D'abord, c'est parce qu'il ne l'a pas anticipé, mais qu'il n'a pas non plus posé des modalités pour gérer ce désaccord. Quand il n'a même pas, entre les deux, j'ai presque envie de dire, su
nommer factuellement ce qu'il en était. Et là encore, réguler un conflit, ce sont des savoir-faire. Réguler un conflit, ça demande d'avoir des compétences pour le faire. Par exemple, de savoir revenir aux faits, de pouvoir rapporter une parole exactement telle qu'elle a été dite, sans interprétation, distinguer les faits de l'intention, distinguer les actions d'une personne de la personne elle-même, distinguer un désaccord d'avis d'une attaque personnelle, distinguer ce qui est de la charge affective des critères qui permettent de prendre une décision. Il faut aussi avoir le cran de revenir à la base, se demander mais de quoi parlons-nous exactement? Qui est concerné? Quelle décision va ou doit être prise? Qui est légitime pour arbitrer les échanges? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a une personne qui doit se retirer ou non de la décision? Est-ce qu'il y a par exemple besoin d'un médiateur ou d'une médiatrice extérieure? En acceptant là aussi que les conflits ne vont pas, certainement pas, ni se résoudre d'eux-mêmes, ni se résoudre à tout prix par les échanges en restant au sein du groupe, que peut-être une personne qui apporte un regard extérieur va permettre de dénouer ce conflit. Mais dans tous les cas, si le conflit vient à toucher au cadre, au rôle, aux responsabilités, à la gouvernance ou aux intérêts personnels par exemple, ça se résout pas avec une intention de bienveillance ou de gentillesse. Ça demande d'établir une structure pour traiter ces conflits. Et ça, c'est presque un vrai projet dans le projet. C'est presque un vrai projet dans nos cours. C'est presque un vrai projet dans des échanges pédagogiques, dans une équipe, dans une association, dans une formation. Si dans une salle de cours, par exemple, il y a deux élèves qui sont en tension avec un conflit, je peux pas, en tant que prof, me contenter de dire « Allez, allons, soyons bienveillants, humains, les uns les unes envers les autres ». Non, je dois comprendre ce qui se joue. Est-ce que c'est un désaccord? Est-ce que c'est un conflit? Est-ce qu'il y a une rivalité, une blessure narcissique, un problème de place, une asymétrie, je sais pas moi, d'expérience? Une règle de fonctionnement du groupe qui n'aurait pas été posée, une limite qui n'aurait pas été respectée. Parce que sans cette lecture-là, je risque de non seulement traiter le conflit en surface, de laisser le mécanisme profond être intact et puis s'installer, perdurer avec le temps. Et surtout, je n'ai rien mis en place ni pour gérer ce conflit-là, ni pour éviter que d'autres conflits ne surgissent. Et tout ça, c'est une question de cadre à poser, d'outils à posséder, de savoir-faire pédagogique à affiner. Je vous ai parlé de conflit, j'aimerais ouvrir encore un autre chapitre, c'est celui du conflit d'intérêts. Je vous en donne plusieurs définitions glanées à droite à gauche pour être sûr, vous avez vu que là encore, on parle de la même chose. Une première définition de conflit d'intérêts, c'est quand une personne, dans une situation donnée, est face à deux intérêts divergents, un intérêt général et un intérêt particulier. Je vous en donne une autre. Un conflit d'intérêts, ça peut se définir comme une situation où une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause. Un conflit d'intérêts, c'est une situation humaine, pédagogique pour ce qui nous concerne, dans laquelle une personne donnée va participer à une décision. Ça peut être une évaluation, une orientation ou à une prise de position, alors qu'elle a elle-même un intérêt personnel, qui soit affectif, financier, symbolique, relationnel, dans l'issue de cette décision. Et que cet intérêt peut, voire va influencer finalement sa position. Par exemple, si je dois décider du programme d'un stage dans lequel ma compagne ou mon compagnon intervient, je suis potentiellement en conflit d'intérêts. Si je dois arbitrer une situation conflictuelle entre, par exemple, deux élèves, mais que l'une des deux élèves est un ou une amie proche, je suis potentiellement en conflit d'intérêts. Si je dois donner mon avis sur une décision au sein d'un centre ou d'une structure, d'une association, qui va participer à renforcer ma propre place, ou je sais pas moi, ma propre visibilité, mon propre pouvoir, m'offrir un peu plus de légitimité, je suis potentiellement en conflit d'intérêts. Donc si je dois participer à une décision collective, mais que cette décision, elle va servir mes propres intérêts, réels, affectifs, symboliques, la moindre des choses, c'est que cet endroit-là, il soit nommé,
Encore une fois, on est des humains, le problème, c'est pas l'existence de conflits d'intérêts. On en a tous et toutes plein. Dans plein de projets humains, il y a humain dedans, donc il y a des liens, des histoires, des proximités, de l'affect, c'est normal. Le problème, c'est pas le conflit d'intérêts, le problème, c'est quand ces conflits d'intérêts, ils ne sont pas nommés comme tels. Parce qu'à partir de ce moment-là, la personne, elle peut très bien parler comme si elle parlait depuis un endroit extrêmement neutre, alors que c'est une fiction absolue, parce que justement, elle parle depuis une position qui a des implications autres que cette prétendue neutralité. Et ça peut participer par voie de conséquence que le groupe se retrouve à confondre et à mélanger une opinion personnelle, un avis éclairé par l'expertise, une prise de position affective, une défense d'intérêt, un récit d'expérience et une décision structurante pour le projet ou pour le cours dont on est en train de parler. Et je vous le donne en mille, dans le projet que je suis en train d'analyser qui m'a tiré tant de larmes, il y avait des conflits d'intérêts, a fortiori non nommés comme tels. Et la solution pour se dégager d'un conflit d'intérêts, c'est pas toujours de se retirer complètement. Parfois, c'est simplement de nommer le conflit d'intérêts, parce que les autres personnes en présence vont connaître les tenants et aboutissants de ce qui va conditionner potentiellement une décision, un positionnement. Nommer un conflit d'intérêts que l'on a, ça peut être simplement de dire « là, je suis impliquée en fait personnellement, j'ai un intérêt, tel ou tel intérêt dans cette décision. Là, je peux donner mon avis, mais je pense pas être la bonne personne pour l'arbitrer parce que ci ou ça. » Et de fait, pouvoir proposer par exemple qu'il y ait une personne extérieure qui prenne le relais. Ça peut être aussi collégialement de se dire là, cette décision, elle peut pas être prise uniquement par des personnes qui sont affectivement impliquées. Il y a besoin d'un cadre qui soit plus clair. Il y a besoin de changer momentanément ou durablement les rôles ou le pouvoir décisionnaire attribué à chacun. Mais il se passe exactement la même chose dans la pédagogie. Si une personne vient dans ma formation et que je la connais déjà très bien, je dois être vigilante. Alors dans un sens comme dans l'autre, parce que je pourrais être tentée d'avoir plus d'attention pour cette personne-là, plus de complicité, quitte à mettre le groupe un peu en marge, ou au contraire de me dire mince, comme c'est un ou une amie, je ne voudrais pas justement amener trop d'attention vers cette personne et qu'au contraire, c'est cette personne-là qui va finir par se retrouver à la marge. Si un ou une collègue me demande d'évaluer ses élèves alors que nous sommes par ailleurs amis, là aussi, je me dois non seulement d'être vigilante à mes actions, mais aussi de nommer ce conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est pas de la malhonnêteté absolue. On en a tous et toutes, je le redis, on est humaine. Et que potentiellement, on peut être amené à être dans des conflits d'intérêts. Et puis, grande parenthèse s'il en est, avant même tout ce qui est histoire de conflit d'intérêts, on est tous et toutes avec des biais cognitifs qu'il faut connaître, notamment quand on est dans un rapport de transmission. Pas pour pouvoir les déjouer, parce qu'on ne pourra jamais le faire. On sera tous et toutes toujours biaisés. Par contre, on peut mettre en place des outils pour évoluer au mieux et ramener un minimum d'objectivité malgré tous les biais qui peuvent exister. Et pour connaître les biais qui sont liés à l'enseignement, je vous renvoie vers la séance dédiée au sein de la formation en pédagogie Dynamo. Et pour revenir au conflit d'intérêts, pardi, mais c'est pour ça que les cadres existent. C'est pas pour rendre très rigide, très fermé les relations, mais c'est pour protéger la qualité des échanges et surtout la qualité des décisions qui vont être prises. Pour terminer cet épisode, je voudrais rappeler combien le flou relationnel a un coût humain réel. Ramener de la structure ou un cadre, c'est pas une subtilité ou une invention intellectuelle. C'est pas un tout petit détail d'organisation. Non, ce flou relationnel, il a un coût humain réel. Les rôles flous, les décisions implicites, unilatérales, les conflits évités mais qui reviennent, les modérations tacites, les attentes ou motivations qui sont non dites, les places ou le travail qui ne sont pas reconnus.
Le fait de devoir sans cesse deviner qui décide, qui valide, qui bloque, qui peut parler, qui peut contredire ou pas, qui peut poser une limite, rouvrir une question, ça épuise. Et ce coût humain, il n'est pas réparti de manière complètement neutre parce que très souvent, je vous le disais, ce sont les personnes qui vont être, si ce n'est les plus impliquées, potentiellement les plus compétentes. En tout cas, c'est certain. Les plus lucides, les plus au fait de ce qui se passe dans une relation de groupe, les plus soucieuses de la nécessité de poser un cadre qui vont finir par porter le plus de charge mentale. Pourquoi ? Parce qu'elles vont voir ce qui dysfonctionne, parce qu'elles vont le nommer ou tenter de le nommer, si tant est que ce soit entendu, parce qu'elles vont tenter de structurer les échanges pour essayer d'éviter, entre autres, des conflits ou des effondrements. Et parfois, comme je l'ai fait, ces personnes, elles finissent par partir. Pas parce qu'elles tenaient pas au projet, au contraire, elles y mettaient du cœur, de l'élan et des compétences, mais parce qu'elles ne peuvent plus payer seules le prix du flou collectif. Ce que je vous invite à retenir de ce deuxième épisode, c'est qu'un projet donné n'est jamais uniquement porté par ce qui est visible ou annoncé. Il est aussi porté par tout ce qui est implicite et qui mériterait d'être nommé, à commencer par la définition que chacun et chacune se fait du projet, nommer ses motivations profondes, savoir lire et qualifier les enjeux de pouvoir, régler les conflits d'intérêts, comme autant de définitions d'un cadre qui vont permettre des échanges sains et simples. Un projet, un groupe de travail, un cours, une relation humaine, ça demande autre chose que de la simple bonne volonté. Ça demande de travailler à sa lucidité et surtout d'avoir des savoir-faire pour pouvoir évoluer au mieux ensemble. Dans le prochain épisode, dernier de cette mini-série de 3, je vous parlerai d'autres mécanismes invisibles qui peuvent saboter un projet, la charge mentale, l'invisibilisation du travail, avant ça les missions qui sont floues, les tâches qui débordent et le coût humain que tout cela peut avoir. Mais d'ici là, je vous laisse avec cette question. Dans les projets auxquels vous participez, dans les projets auxquels toi, auditeur, auditrice, tu participes, qu'est-ce qui est réellement nommé ? Et qu'est-ce qui agit, pourtant, sans jamais être dit ? Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.annedebreuilly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.